Bien, donc pour le temps, s'il vous plaît, vous allez pouvoir prendre la parole pour 20 minutes. Vous êtes doctorante à l'Université Paris 4 et vous intervenez donc sur un territoire qui va encore nous faire voyager aux confins himalayens de l'Inde pour une vingtaine de minutes sur cette thématique à qui appartient le paysage himalayen, même si le titre nous montre que vous avez modifié pour vous rapprocher encore plus du débat de jour et je vous en remercie. Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une présentation qui s'intitule « Le capital environnemental ou l'émergence d'une nouvelle forme de prolétarisation » en prenant l'exemple de la mise en place de l'écotourisme dans une communauté rurale donc de l'Himalaya indien. Je vais commencer par vous présenter la région d'études. Donc elle est située dans l'état d'Uttarakhand, dans le nord-ouest de l'Inde, et elle est à la frontière en fait entre le Népal et la Chine. Donc elle a une position géostratégique qui lui a permis en fait et frontalière, qui lui a permis de développer un commerce transfrontalier important avec le Tibet, mais qui a été stoppé net suite à l'invasion chinoise en 1962. Et donc les populations ont connu une situation de crise suite à ça, et il y a eu beaucoup de migration dans la plaine, mais pour limiter en fait ce phénomène, l'État a mis en place, a déjà renforcé sa frontière, donc ça a permis de créer beaucoup d'emplois dans l'armée, mais a aussi créé une politique de reservation, c'est le fait de réserver des quotas à des populations tribales dans les administrations de l'État. Donc on se situe à 2300 mètres d'altitude, on a donc un climat plutôt tempéré qui est soumis à un régime de mousson de juin à septembre, et un paysage agricole qui, pour ce qui est de l'occupation des sols, en fait, une majeure partie de l'occupation des sols, la surface est représentée par des terres arables grandement cultivées, et un système de production agricole qui se caractérise par une agriculture de subsistance paysanne. Dont la majeure partie en fait, de la production est destinée à l'autoconsommation, avec la possibilité néanmoins de vendre à l'échelle du village le surplus qui peut être dégagé. Donc on est aussi dans un village, donc moi je m'intéresse particulièrement en fait, au village de Sarmouli qui est ici, qui est situé donc, dans la vallée du Johar, et le village est constitué majoritairement de populations de haute caste ou alors de scheduled qui sont en fait la reconnaissance des tribaux. Et donc ceux qui ont bénéficié des quotas dans les administrations et qui ont pu en fait du coup, suite à ça, engranger un certain capital économique et devenir des élites à l'échelle du village. Donc ma présentation va se tenir principalement en 3 points et puis une conclusion. D'abord, je me demandais pourquoi l'environnement de Sarmouli est-il un capital environnemental. Ensuite, j'essaierai de savoir en quoi la grille de lecture du capital environnemental permet-elle d'éclairer les valeurs différentes des acteurs au sein du programme d'écotourisme. Ensuite, pourquoi peut-on parler d'une prolétarisation environnementale à Sarmouli. Et enfin, je reviendrai sur les apports et les limites de la grille de lecture du capital environnemental sur ma zone d'études, pour ma zone d'études. Ah d'accord. Pardon. Bon. Alors, le premier point, pourquoi l'environnement de Sarmouli est-il un capital environnemental? Alors déjà, parce qu'à l'échelle de l'Himalaya, la chaîne de l'Himalaya est un des 34 hotspots de la planète. Donc, ce qui signifie qu'il y a une forte diversité biologique, mais aussi que 70% de cette diversité biologique, au moins 70%, est menacée. Ensuite, parce que dans les années 70-80, il y a une théorie catastrophiste de la dégradation des milieux qui a été mise en place par des milieux himalayens, qui a été mise en place et diffusée par différentes sphères, que ce soit des sphères scientifiques, médiatiques ou encore politiques, et qui consistait en fait à dire que suite à l'amélioration des systèmes de santé, il y avait eu une croissance démographique qui avait entraîné des phénomènes de déforestation pour la mise en culture des terres, et donc participer à la dénudation des sols, en quelque sorte, et finalement participer à aggraver les phénomènes de crues dans les plaines, notamment dans les plaines du Gange et du Brahmaputra. Donc en fait, cette théorie a surtout participé à diaboliser les pratiques paysannes, et ce qui m'amène à dire qu'en fait, on est sur un environnement qui est remarquable et labellisé du fait que c'est un hotspot,
qui suscite différentes formes d'investissement par différents acteurs, que ce soit pour la recherche scientifique ou la mise en place de fonds d'investissement de développement pour l'agriculture. Le troisième point qui me fait dire que l'environnement est un capital environnemental à Sarmoli est la forte dépendance des populations locales aux ressources naturelles. Donc d'une part, le contexte d'agriculture, puisqu'on est sur une agriculture largement vivrière, comme je vous le disais, mais surtout aussi parce que la forêt, les espaces forestiers du village représentent en fait sont utilisés grandement par les populations pour prélever du bois de fourrage, du bois d'œuvre ou du bois de chauffe. Et en fait, ce qui caractérise cette forte dépendance et l'importance de l'espace forestier pour les populations, c'est finalement le fait que très tôt, il y a un système de dévolution des ressources naturelles qui a été mis en place dans la zone d'études. Donc en 1931, suite à différentes phases de révolte paysanne, l'État colonial a accordé aux populations certains espaces forestiers qu'elles devaient gérer elles-mêmes en toute autonomie par le biais de l'élection en fait, d'un conseil forestier villageois. Donc ça c'est le Van Panchayat que vous voyez ici, et qui leur permettait donc de finalement prélever et de décider de leurs droits d'usage et leurs droits d'accès concernant certains espaces forestiers. Cette importance en fait, des ressources naturelles pour les populations est aussi matérialisée lors du mouvement Chipko. C'est un mouvement assez connu qui a été mené par une élite gandhienne et qui a eu lieu en 1972 et qui a consisté en l'opposition des populations. C'était un mouvement pacifiste qui a été souvent qualifié d'écoféminisme. Voilà. Donc en fait, il consistait à ce que les femmes enlacent les arbres pour éviter que ceux-ci soient coupés par une usine de construction de raquettes de badminton, donc à des fins commerciales. Donc on est aussi dans un environnement indispensable où la forêt et l'agriculture sont des moyens de subsistance et sont au cœur donc à la fois du quotidien des populations mais aussi du projet politique du village. Donc j'en viens à mon deuxième point, à savoir est-ce que la grille de lecture du capital environnemental permet d'éclairer les valeurs différentes des acteurs d'un même programme d'écotourisme. Je commence par vous présenter le programme d'écotourisme qui a été en fait créé en 2004, d'abord à l'initiative de la communauté villageoise, donc du Van Panchayat, du conseil forestier dont je vous parlais, et dont l'objectif était de permettre la coévolution en fait, des sociétés locales, du tourisme et d'éviter la concurrence entre les différents usages de l'environnement, mais aussi de proposer aux touristes un tourisme viventiel en les faisant vivre directement chez l'habitant pour qu'ils puissent découvrir la culture locale, mais surtout en fait le rapport de la population à l'environnement. Donc ce programme a été créé en 2004 à l'initiative de la communauté villageoise, mais en fait en 2010, lors des nouvelles élections du Van Panchayat, suite à un désaccord entre le nouveau président et l'ancien président de Van Panchayat, l'ancienne présidente donc, a décidé de rétracter cette gestion à l'échelle d'un collectif de femmes. Donc le collectif Mati que vous voyez ici, Mati ça signifie la terre. Donc il y a en fait vraiment un changement de message. Avant, le message c'était le développement des communautés locales grâce à l'activité touristique. Désormais, ça devient le développement, la remise au centre en fait, des femmes au sein de cette société, puisque grâce à l'écotourisme, ces femmes qui s'occupent de cette activité peuvent devenir le premier apport financier en fait, du foyer, le premier apport économique. Alors comment participer à ce programme d'écotourisme? Dans un premier temps, il ne faut jamais avoir transgressé les règles du Van Panchayat, donc il faut cette tenue au prélèvement qui avait été décidé au sein du conseil forestier. Mais il faut aussi mettre sa maison aux normes pour accueillir les touristes. Donc c'est notamment la construction de sanitaires à l'intérieur des maisons ou la mise en place de lits. Et donc, selon moi, ça crée déjà une première ségrégation dans le sens où pour pouvoir mettre sa maison aux normes sanitaires à un coût, et pour ne jamais avoir transgressé les règles du Van Panchayat, il ne faut pas forcément en avoir énormément besoin. Bon, les autres
conditions de participation sont de participer à des formations concernant la gestion de l'environnement et d'accepter de reverser une partie du bénéfice de l'activité à un fonds de conservation de l'environnement. Alors, qui sont j'ai divisé en fait les actrices de mon programme d'écotourisme en deux. Et je vais l'appeler aussi le programme de homestay. En fait, le homestay, c'est le tourisme viventiel et c'est l'équivalent des chambres d'hôtes. Donc en deux. Donc il y avait d'un côté les propriétaires de homestay qui étaient militantes et de l'autre côté les propriétaires de homestay. Alors qui sont les propriétaires de homestay militantes? Se compose principalement de 3 femmes. Donc une militante sociale qui vient d'un autre état indien, du Pendjab, et qui fait partie du groupe des 1000 femmes qui ont été nommées au prix Nobel de la paix 2005. Donc cette femme a un capital social et économique très important puisque c'est une grande propriétaire terrienne déjà au Pendjab. En plus, elle s'emblie. Et elle est constituée aussi d'une autre femme, de 2 autres femmes qui font partie, donc qui sont 2 sœurs et qui font toutes les 2 parties de la famille la plus riche du village, mais aussi de l'ethnie dominante, donc les Bodiens. Et donc A et 3, en fait, elles détiennent 90% du foncier de Sarmoli. Et quelles sont les causes pour lesquelles elles militent? Alors il y a d'abord les violences qui sont faites aux femmes, contre les violences faites aux femmes, contre les problèmes d'alcool, mais aussi pour le développement de la communauté rurale et pour l'environnement. Notamment, elles s'opposent à un projet de grand barrage. Et qui sont les propriétaires de homestays? Ce sont donc 15 femmes de castes différentes, qui sont soit des hautes castes, soit des bas de castes, c'est indifférencié, qui sont à la fois des agricultrices et des propriétaires de homestays. Et elles ont, comme je le disais, au moins le capital économique suffisant pour mettre leur maison aux normes pour l'activité de homestay. Et surtout, elles ont aussi l'autorisation de leur mari ou de l'homme de la famille pour participer à cette activité. Donc, afin de répondre en fait à l'appel à la communication, je me suis aidée de la grille de lecture qui était proposée, à savoir donc, les définitions de l'environnement et les types d'investissement. Et j'ai décidé en fait de mettre les définitions de l'environnement. L'environnement est le plus matériel, donc lorsque c'est une ressource, au plus immatériel, selon moi, c'est lorsque c'est un projet politique. Et là, je me suis rendu compte que, donc là, si en prenant juste les acteurs de mon programme de homestay, je me suis rendu compte qu'il y avait des divergences en termes de définition et de type d'investissement dans l'environnement. Par exemple, les propriétaires de homestay définissent d'abord l'environnement comme une ressource et investissent donc de façon socio-économique dans l'environnement, tandis que les propriétaires de homestay et militantes définissaient l'environnement d'abord comme un projet politique, et ce qui justifiait donc que leur type d'investissement était avant tout politique. J'ai aussi considéré le discours qui était porté sur l'environnement, parce que c'était le sujet de mon Master 2, et qui me semblait en fait bien compléter cette grille de lecture. Et pour cela, en fait, j'ai distingué 3 types de discours sur l'environnement à Sarmoli. Des discours qui vont donc du plus excluant de l'homme au plus intégrateur dans les processus de décision et de gestion de l'environnement, avec, pour commencer, la protection qui est en fait de considérer que qu'il faut protéger l'environnement contre les actions humaines qui sont considérées comme des menaces pour celui-ci. C'est le paradigme de la deep ecology. Et ici, mes actrices n'en font pas partie. Mais en revanche, les propriétaires de homestay tiennent quant à elles plus un discours de préservation qui est de considérer en fait l'être humain, que l'être humain peut adapter ses pratiques pour maintenir un équilibre supposé de l'environnement dans une approche anthroposystémique. Et enfin, les propriétaires de homestay qui sont militantes et qui sont celles donc, à l'origine du programme d'écotourisme tiennent un discours de conservation ou de restauration de l'environnement qui en fait a pour but d'intégrer l'entité biophysique au développement. Et donc dans ce cas-là, les citoyens sont enrôlés dans un processus participatif afin de conduire des actions pour réparer les mauvais agissements antérieurs, et ce, dans un but de continuité temporelle pour les générations futures. C'est le paradigme du développement durable. Je me suis posé la question de savoir pourquoi, pour une même activité, en fait, l'écotourisme, les actrices ne définissent pas l'environnement de la même façon, mais n'ont pas non plus les mêmes types d'investissement et ne tiennent pas les mêmes discours. Et alors, j'ai expliqué ça de la manière suivante. Je me suis rendu compte tout à l'heure que je m'étais trompée dans un graphique. Donc normalement, ce graphique-là, c'est le graphique qui corrèle les moyens de subsistance avec les discours. Je vous l'expliquerai après, du coup. Je suis désolée. Donc,
pour expliquer d'abord les définitions différentes de l'environnement que portent ces actrices, j'ai corrélé les définitions de l'environnement et les discours sur l'environnement aux moyens de subsistance. Et en fait, je me rends compte que si je considère les définitions de l'environnement allant donc de la plus matérielle à la plus immatérielle, donc de la ressource au projet politique, je me rends compte que c'est corrélé à le degré de dépendance que l'on a aux moyens de subsistance. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, les militantes et les propriétaires de homestay disposent d'un capital économique préexistant qui leur permet d'être moins dépendantes directement des fruits de l'environnement, donc qui leur permet de pouvoir considérer l'environnement autrement que comme une ressource. Et ça, c'était aussi corrélé avec les discours portés sur l'environnement, dans le sens où les propriétaires de homestay en fait tenaient le discours de la préservation qui est lui-même tenu par le Van Panchayat, et donc qui adhérait aux pratiques environnementales prônées par le tourisme, mais qui ne tenait pas ce discours à propos de l'environnement. Je ne sais pas si c'est très clair. Et donc pourquoi se conformer au discours de la conservation-restauration environnementale qui est prôné par l'écotourisme si finalement on n'y croit pas vraiment? Alors la raison pour les propriétaires de homestay de militantes, c'est la volonté de diffuser une forme particulière de gestion de l'environnement au sein de la communauté. Mais pour les propriétaires de homestay, c'est plus en fait l'appât du gain financier qui est permis par le programme de homestay, mais aussi de rencontrer et d'échanger avec les touristes. Et donc dans ce cas-là, pourquoi on peut parler d'une prolétarisation environnementale dans le cadre de ce programme d'écotourisme? Parce que d'une part, un type de discours à propos de l'environnement, donc la conservation-restauration, est apposé au discours préexistant qui est celui de la préservation et qui est imposé. Ensuite, il y a aussi le maintien, voire l'accroissement de l'inégalité sociale. Seul un petit groupe est touché par le programme d'écotourisme et donc ses avantages. Un troisième point est le fait que le pouvoir de décision concernant la gestion de l'environnement est octroyé à un groupe qui possède déjà un capital économique et social très important. Alors que dans le cadre du Van Panchayat, il y avait toutes les couches en fait, de la société villageoise sont censées être représentées. Donc en fait, tandis que donc, en participant au programme d'écotourisme, ces actrices doivent se conformer à des règles et des normes et à un discours sur l'environnement, non pas parce qu'elles le veulent vraiment, mais parce que l'appât du gain économique et social est important. Donc il y a une appropriation de l'environnement ici par les militantes. Donc si on ne veut pas parler de prolétarisation, on peut au moins parler d'une élitisation aidée par des arguments écologiques. Donc en conclusion, concernant les apports et les limites de la grille de lecture du capital environnemental pour comprendre les dynamiques socio-environnementales à Saint-Boli, ce que cette grille de lecture m'a permis, en fait, c'est d'éclairer les facteurs qui peuvent être à la source de conflits ou des divergences d'opinion concernant l'environnement, dans le sens où les actrices avaient donné des définitions et qui se transformaient en investissements différents concernant l'environnement. Et je pense que c'est vraiment l'approche multidimensionnelle de cette grille de lecture qui a permis d'éclairer ces divergences, en passant en fait outre les seules considérations économiques. Par contre, ce que je pense qu'elle ne permet pas, c'est d'expliquer clairement ces divergences d'opinion concernant l'environnement, notamment avec le fait qu'on ne peut pas savoir via cette grille que les actrices ont déjà un capital en fait, économique et social préexistant. Donc je pense que c'est une première approche très utile et intéressante pour comprendre les dynamiques socio-environnementales, mais qui ne doit pas être utilisée de manière isolée. Merci à tous.